Aujourd'hui, on va vous parler de Windows 11 et vous expliquer pourquoi c'est peut-être ou peut-être pas une fake news. On va aussi parler d'Apple qui recule sur à peu près tous les fronts. Et on va aussi vous parler de Twitter qui va cacher des tweets que vous avez tweetés, seulement si vous les autorisez à le faire. Et on va aussi avoir toute la suite des news tech de la semaine. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, je suis Patrick Béja. Aujourd'hui, on est dans l'épisode numéro 420 déjà, on est en septembre 2021 et j'ai l'immense plaisir de recevoir, comme tous les mois, Cédric Deluca. Comment ça va Cédric, t'es en forme ? Bien, et toi, comment vas-tu Patrick ? Écoute, j'ai hâte de parler de tous ces sujets et d'oublier un instant que... Pourquoi tu fais cette voix étrange ? Non, juste pour t'embêter. D'accord, ok. Je me suis dit, c'est parce que comme tu t'es rapproché de ton micro, ça me faisait du bien aux oreilles, et donc tu allais à fond dans ce sens-là, c'est bien. Non, j'ai hâte de commencer l'émission pour oublier un instant que mon fils, ma fille et ma femme ont tous la grippe et que donc je suis sur le pont depuis des jours. C'est pas grave, ça m'arrivera à un moment aussi. On a également, alors c'est le collectif des noms merveilleux à dire, on a Damien Lica Takaruso. Alors là, par contre, j'ai peut-être écorché ton nom, Damien, je suis désolé. Comment vas-tu aujourd'hui ? Non, pour une fois... Bonjour. Non, pour une fois, je pense que la prononciation était parfaite pour le coup. Yes. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de noms à connotation italienne pour un seul rendez-vous. Voilà. Oui, mais c'est le plaisir du soleil qui est encore là dans le Rendez-vous Tech malgré la rentrée. On rappelle et on précise pour ceux qui ne le savent pas que tu es un responsable de la tech au Parisien. Donc tu es quelqu'un de sérieux qui parle de sujets sérieux à des gens sérieux. Je ne sais pas vraiment comment tu as atterri dans cette émission où on fait un petit peu les foufous, mais j'espère que tu t'y sentiras bien avec nous. Et j'espère y contribuer aussi et continuer à vulgariser la tech pour les gens qui s'y connaissent pas forcément très bien, mais qui méritent aussi d'être tenus au courant. Eh ben, c'est exactement le credo de l'émission. Nous, on essaye de faire des explications pour ceux qui comprennent pas, parce que c'est tellement important de comprendre ce qui se passe dans la tech aujourd'hui. C'est vraiment pour ça que j'ai lancé l'émission. C'est aussi important que l'économie ou la politique ou quoi que ce soit de ce domaine, voire même plus peut-être, depuis qu'on a commencé, et aussi des analyses intéressantes et pertinentes, j'espère, pour ceux qui s'y connaissent. Donc, on va essayer de s'y coller. Et si on peut vous proposer ces analyses parfois pertinentes, parfois intéressantes, parfois les deux, c'est grâce aux patriotes qui soutiennent l'émission. Je vais aujourd'hui remercier Tosha, MK 2021, Priyank Agarwal et Brandon Fang qui sont les patriotes du jour et les patriotes producteurs qu'on remercie tous les mois. C'est sur thème King of Fighters aujourd'hui, puisqu'on a Peter Rigal dont le nom rappelle un petit peu celui de Rugal, l'un des boss de ce jeu de combat, ce qui veut dire que Peter est forcément un boss lui-même également, et on a Raph qui me fait penser à Raphaël de King of Fighters aussi, et du coup on a des gens qui sont absolument imbattables dans leur domaine, et notamment quand c'est le fait de financer des émissions cool. Donc merci à vous deux les producteurs et à tous les patriotes qui sont nombreux et qui permettent à l'émission d'exister. Je vous parlerai d'ailleurs un petit peu du financement de l'émission, j'ai des choses à vous dire, donc on en reparlera un petit peu plus tard dans l'émission. Pour le moment, j'ai dit avec un petit peu de provocation que Windows 11 était un petit peu une fake news. Alors, on a l'annonce qui me donne l'occasion de parler de ça, l'annonce du lancement de Windows 11 pour le 5 octobre, ce qui est quand même très très bientôt. Ça fait à peine 6 mois depuis l'annonce de la nouvelle version de Windows. Et alors, au-delà du fait qu'il n'y aura pas de compatibilité des applications Android inclus au lancement, ce qui était l'une des grosses annonces de Windows 11, il y a une autre question qui se pose. On va passer de côté très rapidement le fait que le 22 septembre, on va avoir un nouvel event qui va annoncer du matériel Surface de Microsoft. Donc peut-être que toute la gamme sera compatible avec Windows 11 après cette annonce, puisque ça n'est pas le cas aujourd'hui. Mais ça me donne un petit peu l'occasion, vu la rapidité avec laquelle il va arriver. Alors on savait que ça arriverait cet automne, mais là c'est vraiment le début de l'automne. Il y a une question qui se pose par rapport à Windows 11 et je serais curieux d'avoir votre avis, c'est la question du pourquoi, la question de savoir est-ce qu'on a vraiment besoin ou est-ce que Microsoft avait besoin de passer à une nouvelle version de Windows ou
enfin, le besoin peut toujours se discuter, mais surtout, on peut se demander si c'est un prétexte pour nous forcer, en quelque sorte, à acheter de nouvelles machines. Est-ce que c'est un moyen que Microsoft a trouvé d'aider les constructeurs de PC à vendre plus de PC qu'ils ne l'auraient fait? Alors, peut-être que les conditions ont changé ces derniers mois et que Windows 11 était déjà sur les rails, mais c'est vrai qu'on peut se demander, d'une part, les nouvelles fonctionnalités de Windows 11 sont pas énormes, il y a beaucoup de cosmétiques, et puis il y a aussi cet aspect, on va dire, limitation du matériel qu'on a déjà évoqué dans l'émission, avec des matériels qui sont relativement récents, on va dire en moyenne c'est quelques années, qui seront compatibles avec Windows 11, et ceux qui ne seront pas à ce niveau ne seront pas compatibles, et il faudra, si on veut Windows 11, acheter une nouvelle machine. On peut rentrer dans les détails dans un instant, mais du coup je vous pose la question à tous les deux, de manière un petit peu provocatrice. Est-ce que Windows 11, ils n'auraient pas pu l'appeler simplement Windows 10 mise à jour de l'automne 2021 et basta, et peut-être même limiter, faire cette cassure sur la configuration nécessaire? Mais est-ce qu'on avait besoin de faire Windows 11 et de pousser les gens à racheter de nouvelles machines? Je vais poser la question à Cédric, qui a dans son cœur Microsoft peut-être plus que d'autres. Qu'est-ce que tu penses de ça, Cédric ? Tu veux dire, est-ce que appeler Windows 11... c'est pas vraiment la question. Pourquoi est-ce que Microsoft fait Windows 11 en fait ? Quelle est la motivation de Microsoft là-dedans ? Qu'est-ce qui se cache quoi, qu'est-ce qui se cache ? Et puis est-ce que c'est pas... Il y a cette théorie, c'est pour cette raison que je l'évoque, cette théorie selon laquelle ça serait un coup de pouce aux constructeurs qui vont dans les prochaines moi, années j'y crois vendre... pas trop. Non, c'est vrai ? Non, je vais te dire, j'y crois pas trop à l'histoire des constructeurs qui vont vendre plus, etc. Parce que la pandémie a fait que le marché du laptop a explosé. C'était hyper dur de trouver des laptops en magasin. Ça l'est encore. Et ça l'est encore. Alors, pour d'autres raisons, parce que là, c'est plutôt la pénurie de composants maintenant, mais très clairement, ça a été le télétravail a fait exploser les ventes d'ordinateurs personnels. Donc, je ne crois pas que la motivation soit là. Alors, tu vas me dire peut-être que Windows 11 était dans les cartons avant l'année 2020, et sans doute, hein. Mais je ne crois pas que ce soit là. Je pense qu'en fait, Microsoft est peut-être aussi un tournant. On reproche toujours et encore à Windows ces problèmes de sécurité, etc. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on parle d'un problème de logiciel. Il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait un problème de ransomware, etc. Donc, c'est plutôt la sensation de dire, regardez, on fait un système qui est plus sécurisé avec le TPM, etc. Ça va demander, le TPM évidemment... qui est l'un des composants majeurs de la nécessité de matériel pour accéder à Windows 11, qui est un composant qui permet je résume, mais de plus sécuriser le système en gros. Oui, c'est ça. Et c'est TPM 2.0 d'ailleurs en particulier. Y a très honnêtement, je crois pas que... Enfin, quand tu regardes ce que fait Google, par exemple, avec ses téléphones et son enclave sécurisée, j'ai oublié le nom, c'était Titan, je crois. Je me souviens plus, mais ils l'ont tous sur téléphone maintenant. Apple et Google l'ont tous les deux implémenté. Apple l'a aussi sur ses ordinateurs maintenant. Et depuis déjà, même la génération Intel de 8e génération. Donc, on avait déjà cette enclave sécurisée aussi. Et en fait, il restait plus que du côté de... Enfin, il y a Linux aussi, mais du côté de Microsoft et des constructeurs tiers, de proposer ce type de sécurité qui est devenu un standard du marché et de l'industrie. Et je pense qu'il y a aussi le monde professionnel qui est en attente de ce genre de choses. Et le fait de l'imposer via l'OS, Microsoft va non pas forcer au renouvellement parce que les machines sous Windows 10 continueront à être mises à jour, mais plutôt dire voilà la direction dans laquelle on va. On veut garantir que
notre OS soit un des OS les plus sécurisés du marché, en fait. Ouais. Ça suit un mouvement qui est je pense que c'est un mouvement global, en fait. Ouais, et en fait, on reproche... Oui. Je termine 2 secondes, mais tu vois, tous sont en train de dire la vie privée, c'est important, la protection des données, c'est important, et on attendait Microsoft sur ce secteur-là, et je pense que Windows 11 fait partie de la réponse, en fait. Ouais. C'est vrai que ça aurait peut-être été plus difficile de l'appeler Windows 10 version machin ou 10,5 ou machin. Ils se sont dit, ouais, c'est ça. Ok, appelons-le Windows 11, c'est une vraie cassure, ça change la configuration minimum et on pourra partir sur de nouvelles bases. C'est ce qu'on avait dit dans l'émission par le passé. Damien, tu souscris à cette idée ou est-ce que tu es un petit peu plus conspirationniste pour le plaisir? Pour le plaisir, non, pas particulièrement, mais ce que je me disais aussi, c'est vrai qu'ils n'ont pas ce besoin de régénérer le marché qui se porte, qui s'est jamais aussi bien porté finalement avec la pandémie. Les gens sont équipés. Il y a, comme on disait, un problème d'offre en ce moment sur les PC, donc je pense pas que ce soit lié à ça et ça serait leur prêter des intentions commerciales qu'ils n'ont jamais eues, évidemment. Mais au-delà de ça, je pense plutôt qu'on est en effet sur du Windows 10 et demi. On est sur de la retouche avec beaucoup d'inspiration venue d'autres logiciels. Hein. Clairement, quand on regarde les captures d'écran, on se dit que bon, avoir les icônes en bas au milieu de son écran, on voit bien d'où ça vient. Voilà. Mais justement, c'est aussi peut-être lié à ça. Il faut aussi un peu occuper l'espace médiatique, montrer qu'on est innovant, et mettre un peu sous le tapis aussi les polémiques, que ce soit Microsoft Exchange, tous les problèmes qu'on a pu avoir, et ne pas donner l'impression que Windows est devenu une passoire où chacun peut rentrer, faire ce qu'il veut, pirater une entreprise. Même rien que pour leurs partenaires, pour pouvoir vendre des ordinateurs et des solutions logicielles, il faut montrer qu'on est innovant. Donc, on est dans cette logique-là, à mon avis, d'affronter le marché, de prendre des initiatives et surtout en face. Et il y a un autre géant qui est Apple qui, lui, fait au moins 2 keynotes par an pour parler logiciel. Donc, il parle macOS, WDC, ils en reparlent encore à la keynote de rentrée. Enfin, ils sont assez proactifs par rapport à ça. Et Microsoft se doit, rien que pour en termes de stratégie commerciale, mais aussi en termes de recrutement. S'ils veulent recruter, par exemple, les meilleurs ingénieurs, ils doivent montrer qu'ils sont innovants, qu'ils ont des capacités à se renouveler aussi. C'est vrai que en termes d'image, c'est important ce que tu dis. C'est-à-dire que Apple peut passer une demi-heure sur un nouveau Memoji qui est une fonctionnalité dont on se fout, mais le truc, c'est qu'on a l'impression qu'Apple est en mouvement et que chez Microsoft, on n'est pas en mouvement, en fait. On attend. Ouais. C'est vrai qu'ils avaient dit... Alors qu'il y a des améliorations, mais... Ouais. Ils avaient dit Windows 10 sera la dernière version de Windows et ils reviennent sur cette déclaration. Mais c'est vrai que du coup, on a peut-être une impression d'immobilisme, même si Windows 10 peut continuer à évoluer. Et puis j'ai vu beaucoup de gens aussi dire mais c'est uniquement des changements cosmétiques essentiellement, ce qui n'est pas forcément vrai. Mais même ça, je trouve que ça a une certaine importance. Le fait de... c'est une question de mode aussi. Et puis ce qui ne se renouvelle pas finit par devenir vieillissant. Moi, j'ai l'impression que ça peut rien que ça également justifier cette idée. Il y a Cassim qui nous dit dans la chatroom, lui aussi un grand spécialiste Microsoft, qui nous dit quelque chose d'intéressant aussi avec le passage de Panos Panay au poste de vice-président. Il y a selon lui une nouvelle un focus renouvelé sur les consommateurs. C'est vrai que depuis l'arrivée de Satya Nadella, on s'était beaucoup concentré sur l'informatique d'entreprise et même l'infrastructure. Peut-être que là ils se disent là ça roule plus ou moins, on va essayer de ravigorer notre composante consommateur avec et l'OS. Et en même temps, ils sont un peu schizophrènes chez Microsoft parce que la gamme Surface, on a toujours dit, c'est la gamme qui passe forcément pro. Enfin, elle fait les deux. En fait, c'est une gamme qui s'adapte aux pros, mais aussi au grand public, aux étudiants. On l'a vu, Surface Go, tout ça. Quand on sort un Surface Duo qui s'adresse finalement plus aux professionnels qu'au grand public, enfin, j'ai du mal à comprendre la strat. Enfin, dire il y a un revirement consumer. Je crois pas. Moi, je pense que c'est vraiment un vrai problème d'image. C'est un problème de montrer qu'on n'est pas dans l'immobilisme, que Windows aussi évolue. Parce qu'encore une fois, les keynotes Apple, on peut en penser ce qu'on veut. Regardez la dernière keynote sur macOS Monterey, avec les annonces du pointeur qui traverse tous les écrans multi-device, tout ça. Enfin, je veux dire, à la limite, personne ne va jamais l'utiliser. On a l'impression qu'il y a des trucs. Il y a des gens qui avaient l'air. Mais là, tu te dis, waouh, en fait, ils sont en train de faire des trucs incroyables, alors qu'en fait,
On s'en fout. Ça me fait penser à une chose. Vas-y, Damien. Et en parallèle, je pensais justement à l'histoire de pointeur, mais il y a des entreprises chinoises, pour les pas les nommer, Huawei, qui par exemple aussi arrivent à avoir un écosystème où les objets interagissent entre eux. Je passe de mon smartphone à mon ordinateur, comme ça. Et eux, ils ont aussi une dynamique. Ils ont un vent qui les pousse. Et c'est vrai qu'on se retrouve à se dire, bah, Microsoft, ça fait un peu vieillot, ça fait un peu dépassé, ils sont pas dans l'air du temps. Et je pense justement, par exemple, dans Windows 11, il y a aussi cette intention de récupérer une autre génération d'utilisateurs, peut-être de la verrouiller aussi, en mettant des applications qui sont d'abord disponibles sur Android, du type les TikTok, les Snapchat, tout ce qui n'était pas forcément dédié à l'univers PC. Et on essaie de rattraper cette génération-là mobile pour essayer de peut-être, on en récupérer peut-être 10%, mais ces 10%-là seront essentiels pour l'avenir de Microsoft. Peut-être, oui. C'est vrai que moi, j'ai tendance à penser en termes de tout ou rien quand tu dis ça, mais c'est vrai que même si tu en récupères une partie, le fait de pouvoir avoir les applications Android sur... Bon, malheureusement, ça ne sera pas disponible au lancement, mais de les avoir sur Windows, bah, c'est toujours ça de prix pour un logiciel. Que personne ne les utilisera, mais ça te montre que ça avance, qu'ils ne sont pas immobiles, qu'ils essaient d'innover et tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'images dans Windows 11. Et d'ailleurs, il y a une dernière chose que j'aimerais évoquer, c'est Windows X, qui était censé, ça m'y a fait repenser quand tu as parlé de la Surface Duo. Windows X était censé être une version allégée et modifiée de Windows qui devait tourner sur Surface Neo. Multiscreen. C'est ça. Et ils ont annulé cette version. On avait des rumeurs qu'on entendait selon lesquelles en fait Windows X commencerait sur Surface Neo et puis serait finalement peut-être un petit peu généralisé. Et puis ils l'ont annulé et on dit on va intégrer les enseignements qu'on a eu de Windows X dans nos produits en général et dans Windows. Et finalement, j'ai l'impression s'il n'y a pas un petit peu de ça aussi. C'était censé être une nouvelle génération de Windows qui ne disait pas son nom, qui devait remplacer Windows 10 peut-être, et finalement, c'est ce qu'ils ont fait. Je me demande s'il n'y a pas un petit peu de ça aussi dans l'interface. L'interface est très clairement inspirée de ce que l'on avait vu de Windows 10X ou X, ou enfin je ne sais pas comment il voulait l'appeler in fine, mais très clairement, tu sens que oui, en fait le travail qui a été fait sur cette OS n'est pas perdu et a été récupéré dans Windows 11. Ça se voit. Tout à fait. Le menu central, etc. Enfin voilà. Ouais. Je viens de me rendre compte que je n'avais pas lancé l'enregistrement, donc c'est formidable. Heureusement qu'on a... je suis podcasteur professionnel, heureusement qu'on a le replay Twitch. Je vais lancer l'enregistrement maintenant. Fanny, si tu regardes toujours le live, je ne sais pas comment on va faire, mais on va essayer de se débrouiller pour c'est facile, récupérer un Twitch, épisode le récupérer. Oui, pour le récupérer, oui, mais après il faut extraire l'audio, tout ça. Bon, on va essayer. Ouais. Bon, on va continuer. Je suis sûr que ça va bien se passer. On va continuer avec Apple, justement. Deux choses qui se sont passées cette semaine du côté d'Apple qui continuent dans l'idée que ils sont obligés de reculer. Et on a d'une part cette affaire de scan de contenu des appareils Apple pour détecter du contenu pédopornographique. Alors, je ne vais pas repartir dans toute l'explication de comment ça va fonctionner et pourquoi ça protège plus ou moins la vie privée. Ce scan de photos de vos photos que vous uploadez sur iCloud. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un scan qui ne reconnaît pas vos photos, qui ne connaît pas, qui ne regarde pas vos photos, mais qui repère des photos déjà connues. Et la grosse controverse, c'est ça qui est important, la grosse controverse est que beaucoup d'experts en sécurité craignaient qu'une fois cette fonctionnalité implémentée, des gouvernements ou d'autres entités demandent à Apple d'aller repérer non pas du contenu pédopornographique, ce sur quoi je pense que tout le monde est d'accord, sur le fait que c'est une bonne chose de le trouver et d'en informer les autorités, mais
que des autorités peut-être plus ou moins bien intentionnées demandent de repérer d'autres contenus. On pense évidemment à des gouvernements répressifs qui essaieraient de retrouver du contenu subversif et d'en identifier les utilisateurs, ou même dans des pays où l'homosexualité est interdite, par exemple, du contenu homosexuel, etc., etc. Donc, les experts ont fait une véritable levée de bouclier et Apple a annoncé la semaine dernière qu'ils allaient mettre en pause le déploiement de cette fonctionnalité qui devait arriver avec iOS 15, donc là, à l'automne, et qu'ils allaient étudier la chose plus avant, on va dire ça. Donc ils ne l'ont pas complètement annulé, mais pour le moment ils disent bon, on a peut-être été trop vite. Voilà, exactement, ils vont revoir leur copie. Donc ça, c'est une première chose. L'autre chose que je voulais mentionner, qui est aussi dans cette idée de recul d'Apple, c'est que suite à une décision administrative, on va dire, je ne sais pas si c'est proprement une décision de justice, c'est la Japan Fair Trade Commission, donc la commission qui s'occupe de l'équité sur le marché au Japon. Eh bien, suite à une décision de cette entité japonaise, Apple va autoriser les applications de lecture à intégrer un lien dans l'application pour la création d'un compte pour utiliser l'application. Alors, qu'est-ce que c'est que les applications de lecture ? C'est toutes les applications qui vont lire du contenu que vous avez déjà par ailleurs. On pense à Netflix, ça c'est considéré comme une application de lecture. On pense à Audible, on pense à ce genre d'applications-là, donc des applications de lecture de contenu au sens large. Et jusqu'à maintenant, ces applications n'avaient pas le droit de vous dire où vous pouviez vous créer un compte. Elles pouvaient simplement vous dire connectez-vous avec votre compte, et si vous n'avez pas de compte, vous ne pouvez pas. En fait, il faut avoir créé un compte ailleurs et ensuite y venir sur appareil iOS et se connecter avec le compte qu'on a créé ailleurs, mais l'application elle-même ne peut pas vous dire allez là-bas pour créer le compte. Donc ça aussi c'est un assez grand changement parce que Apple maintenant, suite à cette décision de justice au Japon, va autoriser partout ces applications à dire pour créer un compte, allez là, et puis ça ouvrira un lien sur une page web ou un truc comme ça. Ça n'a l'air de rien, mais c'est quand même assez important. Et puis les choses dont on parlait la semaine dernière, ce qui continue à pousser un petit peu cette perception général comment dire, qu'Apple est en train d'être poussé dans ses retranchements, eh bien la loi en Corée du Sud a été votée. C'est une loi qui impose à Apple et Google d'autoriser des systèmes de paiement alternatifs dans les Apple App Store et Play Store. On en avait déjà parlé la semaine dernière, mais cette fois elle a été votée. En parallèle de ça, et je vous donne la parole ensuite, il y a aux États-Unis, à San Francisco et à New York, les deux villes ont décidé de limiter très drastiquement les frais de sociétés qui font de la livraison de nourriture. C'est-à-dire que, comme partout, cette commission était de 30%. On pense à Uber, Deliveroo, Lyft, etc., qui fait de la livraison pour des restaurants. Et les restaurants se sentaient un petit peu étranglés parce qu'ils sont obligés d'utiliser ces services aujourd'hui et ça bouffe 30% de leur chiffre de leur chiffre d'affaires sur les livraisons. Alors, ils limitent arbitrairement, ou en tout cas, on va dire, ils ont décidé qu'ils limiteraient à entre 15 et 22%, je crois, en fonction des cas et des villes. Mais c'est encore une étape de plus dans l'idée que ces commissions sont trop élevées et ne sont pas justifiées. Et du coup, on a ce mouvement général contre la tech, ou qui se positionne contre la tech, qu'on voit se manifester un petit peu partout. Moi, je trouve que à la fois l'histoire des applications de lecture et puis des systèmes de paiement et des commissions, tout ça, c'est un petit peu la même soupe, quoi. Et pareil, c'est une question d'abus de position dominante quand on parle de ces choses-là. Et il y a d'un autre côté la question du scan de contenu pédopornographique, que je mets dans le même lot parce que c'est Apple qui recule, mais je me demande si on aurait eu le même type de levée de bouclier il y a quelques années. Ça fait beaucoup de choses mises ensemble. Damien, est-ce que tu as un avis sur ces choses-là ? Oui. Commençons déjà par l'histoire du scan du contenu pédopornographique.
ça intervient quand même quelques mois après la découverte du logiciel espion Pegasus, qui touchait notamment les iPhones. Donc Apple s'attaquait à un sujet sensible. Est-ce que Apple doit se substituer à la justice, faire le ménage dans le téléphone de ses clients? Apple aussi se présente généralement comme un grand défenseur de la vie privée. Certes, c'est illégal d'avoir des images pédopornographiques, mais il y a quand même une rupture de ce contrat moral et commercial aussi, de protection de la vie privée des gens qui achètent aussi un iPhone en pensant que il y a personne qui pourra y mettre le nez dedans, peu importe ce qui se stocke dessus, même si, je rappelle, c'est évidemment à la fois illégal et immoral, mais il pensait qu'il y avait au moins cet espace-là protégé. Donc ça, c'est un premier recul. Et concernant le deuxième recul qui porte sur les pratiques commerciales d'Apple, on a l'impression que ça s'accumule, les nuages s'accumulent dans le ciel et que la fête est un peu finie parce que ça fait des années qu'ils se gavent avec les commissions, qu'ils ont un écosystème extrêmement verrouillé. Donc bon, je pense que comme il y a quand même des gens relativement compétents chez eux et très bien éduqués, ils ont anticipé tout ça. Ils ont essayé de le repousser pendant des années. Ils ont fait du lobbying, ils ont attaqué les décisions de justice, ils ont repoussé, mais à un moment, il y a forcément un retour qui leur arrive dessus, et du coup je pense que ils sont pas si inquiets que ça et ils l'ont anticipé, et c'est malheureusement la fin de pratiques commerciales pour eux, qui ont permis pendant des années de faire gonfler leurs bénéfices, mais je pense que pour le coup ils ont anticipé la fin de la fête. Je serais pas surpris qu'ils se disent à un moment ça va péter. Le truc c'est que ce qu'ils disent c'est que l'App Store a vraiment changé la manière dont on appréhende les programmes tiers sur un appareil, et ça allait évidemment avec l'iPhone, et le modèle a été copié un petit peu partout. Et je crois qu'à l'époque effectivement on était dans une situation qui était vraiment innovante, qui a poussé un changement dans l'industrie. Ce que disent aujourd'hui les gens, c'est qu'au minimum, après on peut parler de la question de l'installation d'app tierces et tout ça, mais au minimum, les 30% sont beaucoup plus difficiles à justifier. Et au final, ça pousse ces frais-là sur les consommateurs qui finissent par payer plus cher à cause on va pas dire du monopole, mais du duopole Apple-Google. Ce qui serait intéressant de noter, c'est de voir à quel point cette remise en question de la commission de 30% va être considérée ailleurs, parce que c'est le standard un petit peu partout. Et c'est vrai que quand on prend en considération ce qui était nécessaire pour vendre une application avant l'arrivée de ces stores, c'était quand même compliqué. Alors, on peut toujours vendre quelque chose sur son propre site et passer par un système de paiement classique, bien sûr, mais il y avait aussi le fait de vendre en physique, c'était super dur, et c'était une composante importante de tout ça. Alors, les temps ont changé, mais il n'empêche, ça coûtait très très cher, se faire éditer par un éditeur, passer par des systèmes de paiement qui vont vous prendre de l'argent aussi. C'est vrai que l'App Store a simplifié tout ça, et qu'Apple dit ça simplifie pour tout le monde, et c'est pour ça que les consommateurs sont prêts à payer cher pour avoir un téléphone chez nous, parce que ça leur enlève des prises de tête et qu'ils savent que tout est simple et qu'il n'y a pas de choix compliqués à faire. Mais malgré tout ça, je crois que au minimum, les 30% sont difficiles à passer. Cédric, tu les vois tenir encore longtemps, toi, sur ces questions-là ? En fait, les 30%, c'est déjà fini depuis cette année, puisque c'est 15% en dessous d'1 million de chiffre d'affaires. Oui, tu sais que ça représente une fraction infime de leurs revenus. Je sais, t'inquiète pas. Mais c'est-à-dire que c'est le premier pas. Et en fait, là où moi je les trouve injustes, ces 30%, c'est pas tellement sur le prix de l'app et tout ça, mais c'est sur l'abonnement. L'abonnement ou l'achat in-app. C'est-à-dire que je veux bien que une application soit payante et qu'Apple prenne 30%, et parce que le service fourni derrière, j'ai la garantie que normalement la garantie que l'application a été validée, etc. Donc c'est quelque chose que je peux entièrement comprendre. Et puis accessoirement, Apple est apporteur d'affaires dans l'histoire. C'est je t'ouvre ma base d'utilisateurs, donc voilà. Pourquoi pas, tu vois. Par contre, je suis Spotify, je dois payer 12,99 si je passe par l'application sur le téléphone Apple, parce que Apple prend 30%, versus
Je m'abonne à Spotify en dehors de l'application et je paye 9,99. C'est là qu'en fait je comprends pas. C'est-à-dire que je vois pas où est la plus-value d'Apple sur sur les contenus achetés. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si à chaque fois que j'achète un produit sur Amazon, Apple prend une commission parce que je suis passé par l'application Amazon en fait. C'est ce qu'ils voudraient, du même niveau. Plus ou moins pour les contenus numériques. Mais tu sais que pour les questions d'abonnement, alors pas pour tous les achats in-app, pour l'abonnement, si je ne me trompe pas, au bout d'un an, on passe aussi à 15%. Il y a une diminution. Oui, tu confirmes. Oui. Donc, il y a une diminution au bout d'un an. Mais c'est ridicule. En fait, et en plus, ça crée une vraie distorsion de marché. C'est-à-dire que Apple, les 9,99 d'Apple Music, peut-être qu'ils se payent leurs 30%, mais c'est complètement ridicule en fait. Donc, oui, il y a une concurrence déloyale. Auquel cas, Apple Music est une entreprise à part et paye les 30% à Apple, et ok, dans ce cas-là, tout le monde joue avec les mêmes règles du jeu. Ou alors, on arrête les 30% sur les abonnements. Moi, je trouve que c'est ça la base. Aujourd'hui, tu veux te sub à la chaîne de Patrick sur Twitch en passant par l'application Twitch sur iOS. Je te rassure, tu ne payes pas le sub 3,99, mais tu es plutôt à quasiment 6 €. Parce que tu dois acheter un jeton qui est plus cher avec les 30% d'Apple. C'est-à-dire que tu verses 30% à Apple quand tu veux te sub à la chaîne de Patrick via iOS. Et ben ça, c'est pas normal en fait. Parce qu'Apple prenne sur l'appli Twitch, imaginons que l'appli Twitch soit payante 99 centimes et que Apple prenne 30%, ok. Mais sur le contenu généré à l'intérieur, Apple, pour moi, n'a pas son mot à dire et n'a pas sa dîme à prélever. Donc, moi, je suis pour la fin de ces 30% sur cette partie in-app. Pour moi, elle n'a pas de sens, en fait. Oui. Damien, disons que les 30% se justifiaient beaucoup plus il y a peut-être 10 ans, quand Apple devait faire un grand travail de vérification des applications, quand il devait mettre en place toute la tarification, quand ils mâchaient le travail en fait des entreprises. Mais là, ils sont arrivés à un tel volume d'applications, c'est quand même il y a quand même quelque chose comme 350 000 nouvelles applications qui sortent sur l'App Store chaque année. Donc dans tout ça, ils vont pouvoir prélever un petit peu d'argent. Ils ont pas, et puis bon, ils ont un peu d'avance. Mais ça se justifie pas autant qu'avant, disons. Et la plus-value, on la voit plus autant qu'avant, et forcément, ces 30% ont du mal à passer. Je vous avoue que... Oui. Vas-y, Cédric. Non, mais je vous avoue qu'il y a quelques années, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 1 ou 2 ans, j'étais... on a commencé, non, il y a 2 ans, on a commencé à dire oui, le vent tourne pour la tech, ça commence à sentir mauvais, enfin, la société se retourne un petit peu contre les géants de la tech, et politiquement, le vent commençait vraiment à tourner. Ça fait peut-être un petit peu plus que 2 ans qu'on commence à en parler dans l'émission. Je vous avoue que je ne pensais pas qu'on arriverait maintenant aux portes de véritables changements aussi importants que ceux-ci. Alors, c'est pas encore acté, hein, les histoires de 30% pour le moment, avec les multiples exceptions qu'Apple implémente, peut-être qu'ils vont réussir à garder les choses et à éviter de se faire légiférer. Mais je suis surpris de voir la manière dont les choses ont évolué. Finalement, ça devait peut-être arriver un jour. On est face à des entreprises américaines qui ont cette culture-là, mais qui gardent dans un coin de leur tête toute l'historique commercial américain, dans le sens où le gouvernement a l'habitude de s'attaquer au monopole. Il y a déjà eu des lois antitrust aux États-Unis, et ça fait partie aussi de ce qu'ils apprennent dans les écoles de commerce qu'ils ont pu fréquenter, ou même les ingénieurs qui sont largement sensibilisés à ça. Donc à un moment, ils savent que le coup près va tomber. Donc soit ils provisionnent, soit ils l'anticipent, soit ils essaient de le repousser d'une manière législative ou avec du lobbying, mais dans tous les cas, ils savent qu'à un moment ou à un autre, ça va tomber. Ça va tomber. Bah écoutez, ça semble être le cas, en tout cas, on arrive à cette période. Moi, je pensais pas la voir venir, ou en tout cas pas si vite. Bon, c'est pas encore fait. Dernière chose, il semblerait que la conférence Apple aura sans doute lieu, la conférence de rentrée aura lieu le 14, mardi 14, donc la semaine prochaine, et on aurait une annonce, notamment, en plus des nouveaux iPhones, de l'Apple Watch Series 7, qui serait un petit peu plus grande. On parle de 41 et 45 mm avec les bords plats comme sur les nouveaux iPhones. Par contre, je vous préviens tout de suite, hein, elle serait disponible soit pas tout de suite du tout, soit en très très faible quantité, soit les deux. Donc si vous voulez une nouvelle montre Apple, il va falloir vous lever tôt pour la commander. Et
la vraie raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est que selon les sources du Wall Street Journal, pour l'année prochaine, donc pas cette année, mais pour l'année prochaine, il y aurait des projets d'avoir un capteur qui capterait la pression sanguine et la température, spécifiquement pour faire du tracking pour les femmes qui essayent de tomber enceintes, le terme m'échappe, mais ça serait un capteur de température. C'est marrant parce qu'on en parlait il y a une semaine ou deux, et quelqu'un me disait en fait la température c'est très 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 difficile à capter, contrairement à ce qu'on pense. Il y a des grosses variations, et quand on a un truc sur le poignet, c'est pas du tout le bon endroit pour essayer de capter ça. Mais ça arriverait peut-être l'année prochaine. Donc si c'est important pour vous, n'achetez pas la série 7. Voilà. J'ai l'impression que on s'oriente comme un peu pour l'iPhone 13 vers un nouveau design, voilà, qui ressemblerait apparemment, d'après les dernières informations venues d'Asie, au design rétro vintage de l'iPhone 4 qui a accompagné l'iPhone 12 l'année dernière. Donc on sera sur du plus carré, mais c'est vrai qu'à l'intérieur, à chaque fois qu'on parle avec les gens d'Apple, ils nous disent que finalement il y a déjà tellement de capteurs à l'intérieur, on n'a pas besoin d'en rajouter, on a juste besoin de rajouter des fonctions. Et ces fonctions-là, elles passent par des mises à jour logicielles. Donc quelque part, ils se tirent pas une balle dans le pied, mais ils disent que finalement l'Apple Watch 6 et la 7 risquent d'être facilement mises à jour et seront encore utiles et efficaces sur plusieurs générations. Sans doute. Mais si on veut la dernière avec le capteur de pression sanguine, il faut rouvrir le portefeuille. Parce que la pression sanguine, tu te rends pas compte, Damien, c'est tellement important. Regarde là, j'ai oublié de lancer l'enregistrement sur l'émission en lançant l'enregistrement. Alors là, laisse tomber. Mais après, tu vois, mon Apple Watch serait mise à sonner. Et tu aurais dû recevoir une notification, c'est vrai. Peut-être qu'inconsciemment, je m'en étais rendu compte et que mon corps l'a exprimé et que l'Apple Watch, si j'avais eu cette fonctionnalité, me l'aurait dit. Tu vois, elle m'aurait dit pipi, Patrick, attention, tu as oublié de lancer l'enregistrement. Tu as déjà un capteur de rythme cardiaque et de mesure du stress. Donc, c'est vrai, ces deux-là, il suffit normalement. Oui. Mais avec la pression sanguine, bah tu vois, ça n'a pas marché. Ce qu'il me faut, c'est un capteur de pression sanguine en plus, clairement. Ouais. Très bien. Et j'aimerais, à propos de pression sanguine, j'aimerais vous parler de financement et de financement de l'émission. Et du coup, je vais faire un petit truc. J'espère qu'elle ne m'en voudra pas, mais j'aimerais rendre un hommage à Fanny, qui est la personne qui travaille avec moi depuis maintenant presque 1 an et demi, ça fait presque ça, et qui m'aide dans la planification, dans la production et dans la publication, le montage, tout ça, des émissions, et qui, de plus en plus, s'avère être assez indispensable pour mon quotidien professionnel. Et le truc, c'est que elle me permet en fait de faire énormément de choses que je ne pourrais pas faire si elle n'était pas là. Et si elle est là, je raccroche les wagons quand même parce que c'est vraiment important. Si elle est là, c'est parce que l'émission est financée et que mon activité est financée de manière non seulement suffisante, mais de manière à ce que je puisse justement aller faire des choses en plus. Et il se trouve que quand j'ai commencé à chercher quelqu'un pour m'aider, je ne savais pas exactement ce qu'elle allait faire. Je ne sais pas si Fanny s'en souvient, mais j'étais peut-être un petit peu vague sur tout ce que je disais. Et il se trouve que ça se passe vraiment très bien avec elle et qu'elle est devenue un petit peu... C'est marrant, je vais vous livrer les secrets de notre entretien d'embauche, enfin de freelance. Elle me disait, je peux être le cerveau extérieur des gens et c'est vrai que je me repose sur elle énormément. Et donc, ça me libère pour faire plein d'autres choses. Et le truc, c'est que tout ça, je ne pourrais pas le faire sans le financement par Patreon et sans le financement, bien sûr, par la publicité, qui ont non pas un équilibre, mais qui sont 2 sources de revenus importantes, parce que sans la publicité, je ne pourrais pas faire ces dépenses supplémentaires, je pense. Et sans le Patreon, je ne pourrais pas avoir un équilibre dans la publicité. C'est-à-dire que je me suis permis de refuser des campagnes qui étaient alléchantes, on va dire, et qui auraient
peut-être été importante à prendre si j'avais pas eu le Patreon, mais que j'ai pu refuser. Parce que je sais que, non seulement c'est pas que je sais, c'est qu'il y a une majorité de mes revenus qui viennent du Patreon et qui me permettent de faire les choses complètement sereinement. Et quand j'ai ajouté la publicité, je savais pas ce que ça allait pouvoir donner. J'ai développé beaucoup de choses parce que j'ai le temps, justement. Il y a la chaîne Twitch maintenant qui va nous sauver cet épisode, j'espère, parce qu'on va télécharger l'enregistrement de là-bas. Il y a la newsletter qui est en train de revenir. Il y a d'ailleurs... Allez voir, en parlant de newsletter, allez voir sur Twitter le compte @rdvtech. Le compte @rdvtech, c'est un truc que je teste depuis quelques semaines, qui je pense est prêt pour le prime time sur Twitter, et qui fait un petit peu ma veille. Et j'y fais des choses, je crois, qui sont assez intéressantes, c'est-à-dire que je poste le meilleur de ma veille avec des explications et du contexte pour... résumer en 1 à 3 tweets les informations importantes avec les choses à retenir. Et allez voir ça, je pense que ça pourrait vous plaire, c'est @rdvtech sur Twitter, et je m'en sers en plus aussi pour faire un résumé dans la newsletter. Si vous n'êtes pas sur Twitter ou si vous n'avez pas le temps de tout voir, ou si vous en ratez, la newsletter, elle est là pour vous rappeler toutes les semaines, les choses importantes qu'il fallait retenir. Et tout ça, c'est pas pour parler de tout ça que je dis ça, mais tout ça, et il y a d'autres choses qui sont en préparation, je ne vous spoile rien, mais il y a d'autres choses qui sont en préparation aussi dans les semaines à venir pour la rentrée. Tout ça, ça n'aurait pas été possible sans Fanny et sans la pub. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que il y a une possibilité que je mette en test jusqu'à la fin de l'année la pub au milieu de l'émission aussi. Pourquoi ? Parce que, d'une part, le responsable d'Acast, mon contact chez Acast, qui est un type très sympa, qui s'appelle Cédric, qui est très cool, m'a dit, écoute, on a des gens qui reportent leur budget sur la fin de l'année, et c'est vrai qu'il faudrait une keynote pour présenter toutes les choses que je suis en train de préparer, vraiment. Mais... on a un surplus d'annonces jusqu'à la fin de l'année, et on pourrait remplir possiblement une partie de ce qui s'appelle des mid-rolls, de la pub au milieu de l'émission. Moi, j'étais un petit peu hésitant à le faire, et je suis toujours un petit peu hésitant, pour être honnête, mais ce que je me dis, c'est que c'est une opportunité d'avoir plus d'argent, c'est toujours bien, mais peut-être pour faire d'autres choses. Je parle de Fanny, qui est mon bras droit sur la production de l'émission maintenant, dont je peux difficilement me passer si je continue à faire tout ce que je fais, mais il y a d'autres personnes avec lesquelles je travaille. Il y a Kevin qui a fait le site notepatrick.com, qui est vraiment, je vous en parlerai dans un édito très bientôt, qui est vraiment un site hyper intéressant dans sa conception, sur lequel on a travaillé pendant des semaines, et qui évidemment qui a été rémunéré. Il y a Xavier, avec qui on est en train de travailler sur d'autres choses. Quand je faisais les vidéos YouTube avant que je dois faire une pause, il y avait quelqu'un qui était rémunéré là-dessus. Il y a des intervenants qui sont rémunérés aussi. Donc, je me demande, est-ce que je pourrais pas faire encore d'autres choses ? Peut-être que moi, je suis là pour longtemps, et je suis plus un jeune de 20 ou 30 ans, comme il y en a beaucoup sur Twitch, qui n'ont pas d'autre souci que ce qu'ils vont faire sur Twitch ce jour-là. Je parle de Twitch, mais on parle aussi de podcasts, etc. J'ai un certain âge, j'ai 2 enfants, et je ne sais pas combien de temps ça va durer. Et tout ça pour dire, j'essaye un petit peu de vous expliquer pourquoi je vais tester, voir ce que ça donne en mettant la pub en plus en mid-roll. Parce que ça a des conséquences réelles sur l'émission. Ceci dit, sur l'émission et sur ce que je peux faire. Et encore une fois, allez voir le Twitter Rendez-vous Tech, je pense que ça peut vraiment vous plaire, et ça prend beaucoup de temps. Chaque tweet me prend genre 20 minutes à écrire, et il y en a quelques-uns, donc je pense que ça pourra vous plaire. Mais ce que je veux également, c'est que ça soit pas une souffrance pour les auditeurs, évidemment. Donc, je vais continuer à parler du Patreon, mais ce que j'aimerais, au final, c'est que pour préserver l'expérience des auditeurs, il y ait entre le Patreon, parce que c'est très important, le Patreon représente beaucoup plus que la publicité dans les revenus, et je ne peux pas me permettre de ne pas avoir le revenu du Patreon. Mais ce que je voudrais faire, c'est que
Aujourd'hui, chaque fois que je parle de Patreon, et là c'est un petit peu différent, d'ailleurs Fanny, on pourra laisser cette partie qui est intéressante je pense pour les patriotes, qui n'ont pas la partie pub généralement, mais ce que je fais aujourd'hui, c'est que la partie Patreon dure, 2-3 minutes, 4 minutes parfois, elle est un petit peu longue, je vais réduire beaucoup la partie Patreon en milieu d'émission, on va tester, on va voir ce que ça donne, et puis de telle sorte que entre la partie Patreon où je fais la promo du Patreon et la publicité mid-roll, ça soit moins long que ce qu'il y a jusqu'à maintenant uniquement pour la partie Patreon. C'est ce que j'aimerais faire. Je vais voir si ça va être possible. On va voir si effectivement la question du mid-roll se pose. Il faut que je reparle à Cédric. Pas toi, hein, Cédric, l'autre Cédric. Un autre Cédric, il y en a beaucoup. Et on va voir ce que ça donnera. Peut-être que je vais faire le test jusqu'à la fin de l'année. Si vous avez des retours là-dessus, n'hésitez pas. On a une émission qui est communautaire. Et quand je dis communautaire, c'est pas uniquement les patriotes, c'est vraiment l'audience de l'émission, les auditeurs et les auditrices. Je suis toujours intéressé par des discussions avec vous, donc venez me voir, que ce soit sur le Discord qui a une grande partie publique maintenant, ou sur Twitter ou où que ce soit. Je suis très très preneur de vos avis. On fera peut-être le test et puis on verra ce que ça donne au bout de quelques mois. Revenir en arrière peut-être, continuer peut-être, je sais pas, mais voir ce qui est possible, parce que l'émission a toujours été le point fort de l'émission, c'est que j'ai toujours exploré plus différemment d'autres choses, et je continue à être dans cet esprit. Donc on verra ce que ça donne. Je voulais vous prévenir, c'est pour ça que j'ai pris un petit peu de temps pour le faire maintenant, pour en discuter maintenant, et puis on peut continuer avec la suite de l'émission. Évidemment, patreon.com/rdvtech pour avoir le contenu sans pub, zéro pub et supplément d'amour en plus. Alors, de quoi on va parler maintenant ? Twitter, justement. On parle de Twitter. Quand vous serez allé suivre le compte @rdvtech, eh bien, vous serez peut-être intéressé de savoir qu'il y a plusieurs choses qui vont arriver sur Twitter, enfin, qui sont à l'étude sur Twitter. Je vais vous parler d'une chose en particulier, qui est particulièrement intéressante, je trouve, c'est cette idée que Twitter pourrait, à terme, implémenter la possibilité de de cacher les tweets qui ont un certain âge. C'est-à-dire que c'est vraiment à l'état d'étude, mais dans le cadre d'une idée qu'il pousse qui s'appelle la social privacy, donc la protection, ou pas la protection, mais le contrôle des données publiques. On va le traduire comme ça. C'est vraiment pas les données privées, hein, mais c'est le contrôle des données publiques. Ils ont plusieurs choses qu'ils sont en train d'implémenter, et notamment cette idée qu'ils pourraient cacher vos tweets qui ont un certain âge, et vous pourrez déterminer l'âge à partir duquel ça s'active. Ça peut être 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, ce genre de choses. C'est ce qu'ils sont en train donc d'étudier, on va dire, de loin. C'est au tout début de cette phase d'étude. D'autres choses qu'ils sont en train d'étudier, c'est la possibilité de cacher les tweets que j'ai likés, qui ne s'afficheront pas dans les flux des autres, de quitter une intervention où on a été tagué, ou de supprimer un follower, c'est-à-dire de faire en sorte que quelqu'un qui nous suit ne nous suive plus sans avoir à le bloquer, débloquer. C'est comme ça que faisaient certains. Mais vraiment, pour moi, cette idée de cacher les tweets qui ont un certain âge, c'est hyper important. Évidemment, vous avez compris, parce qu'il y a beaucoup de scandales qui sont arrivés. Vas-y, tu peux en parler, Damien. Je sens que t'es chaud, là. L'idée est intéressante, mais on essaie on oublie, et l'adage dit que Internet n'oublie jamais rien, mais voilà. On essaie un peu de repousser ça, ce qui est une très bonne idée. Peut-être qu'on a changé, peut-être qu'on a évolué dans sa pensée, qu'on n'assume plus forcément le tweet qu'on avait pu lâcher il y a 1 an ou il y a 3 mois, on a juste changé d'avis. 5 ou 10 ans, ouais. Ça arrive, voilà. Mais le problème, après ça serait oublié qu'il y a évidemment des captures d'écran, que plein de gens qui voient parfois un tweet un peu sulfureux se le mettent de côté au cas où pour le sortir à l'occasion d'un débat ou d'une discussion. Donc voilà, l'idée est intéressante, elle mérite d'être creusée évidemment. Après, voilà. On remarque surtout au passage que les réseaux sociaux s'inspirent les uns des autres, qu'un réseau social public comme Twitter va piocher dans les
dans les idées de réseaux sociaux un peu plus privés d'un autre géant de la Silicon Valley. Donc voilà, on sent bien que l'inspiration vient aussi des échanges entre ingénieurs, commerciaux, les gens qui circulent d'une entreprise à une autre, qui arrivent avec leurs idées, qui essaient de les implémenter dans leur nouvelle boîte. Voilà. On sent encore que Twitter, malgré sa maturité, cherche encore un peu à évoluer, pareil, à donner cette impression qu'on pouvait dire tout à l'heure de Microsoft, d'évoluer et d'innover. C'est marrant, encore peut-être aussi... J'ai un regard assez différent sur la chose, mais je vais poser la question à Cédric. La chatroom fulmine. Hein. Pour beaucoup d'entre eux, c'est une très très mauvaise idée. Ça permet de cacher des choses qu'on a dit, de mentir. Pour répondre à Beckham, on peut bien sûr aller supprimer des tweets. Là, il s'agit de les cacher, de les rendre privés en quelque sorte d'un coup. Jusqu'à aujourd'hui, il faut aller les supprimer un à un. Et quand on tweet 3 fois par jour, vous pouvez vous imaginer que des tweets d'il y a 10 ans sont problématiques à les supprimer. Il y a des services qui vont faire ça sur plusieurs jours parce qu'il y a une limite dans le nombre d'appels à l'API qu'on peut faire avec Twitter. Mais il y a des services qui vont vous faire ça, allez vous supprimer tous vos tweets après un certain temps. Là, ils implémentent la chose eux-mêmes. Cédric, est-ce que tu es aussi critique de ce changement ? Je suis assez partagé. Parce qu'en même temps, c'est un bon outil aussi pour tout simplement sa vie privée. Il y a énormément de recruteurs qui se servent de Twitter pour vérifier ce que vous racontez. Et en fait, même si effectivement tout ça est fait de façon publique, hein, donc à partir du moment où on met ça sur la place publique, on devrait l'assumer entièrement. Je pense que malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas cette hygiène numérique-là de se dire si c'est sur Internet, c'est comme si j'allais le crier dans la rue. Mais du coup, ça les déresponsabilise aussi au passage. Ouais, tout à fait. Mais là, tu vois, par exemple, moi j'ai des étudiants qui cherchent des stages. Et souvent, je leur dis, googlez-vous en fait, vérifiez ce qui sort sur vous. Est-ce que tu veux postuler dans telle ou telle entreprise ? Ne t'en fais pas que le RH va regarder ce que tu as posté sur les réseaux, il va googler ton nom. Si les premières choses qui remontent, c'est, je sais pas, des choses que tu as postées que tu assumerais pas en fait publiquement, il faut peut-être que tu les supprimes. Des blagues douteuses, des oppositions à une époque. Des choses maladroites, parce qu'il y en a qui pourraient répondre à une actualité. Voilà, j'allais dire, nous, on n'est pas digital native, c'est-à-dire qu'on n'a pas commencé à tweeter à 13 ans. Il faut voir ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont tombés dedans sans avoir le recul que nous, on pouvait éventuellement voir. Et encore, Dieu sait que nombreux d'entre nous n'ont pas ce recul-là. Je crois qu'il y a Je crois qu'il y a un vrai problème entre... Alors, évidemment, il y a des gens, comme on en a vu des exemples, qui disent des choses complètement inacceptables à un moment et qui on va les retrouver 5 ou 10 ans plus tard, ça va faire des scandales horribles. Je suis conscient que ça peut, dans ce genre de cas, on peut se dire... Ah oui, mais tu vois, là, ça sera plus possible et donc ça sera un problème. Effectivement, admettons que ça soit possible. Mais si je veux me faire un petit peu l'avocat du diable, comme j'ai l'habitude de le faire, à vrai dire, même pas. J'allais faire le jingle de l'avocat du diable, mais même pas besoin. C'est vraiment une idée importante à retenir aussi dans ce débat. Je pense vraiment que Twitter a en écriture l'idée que je vais tweeter une connerie comme ça, comme je le dirais en passant à des potes, on est en train de marcher dans la rue, je vois un truc qui passe et je dis une connerie, voilà, tout le monde l'oublie, et on tweet comme ça. Mais les gens qui lisent Twitter le lisent comme, je sais pas, les mémoires de la biographie de la vie de Patrick, tout ce qu'il a dit et qu'il voulait pousser d'important dans sa vie et c'est toujours le même problème d'appliquer du second degré à l'écrit. Enfin, on a beau mettre un smiley, ça dira jamais. Mais même au-delà du second degré, c'est pas juste une question de second degré, c'est aussi un truc qu'on peut dire qui serait inapproprié ou idiot. Ouais, hors contexte. Non, mais même hors contexte, hors d'une époque. C'est-à-dire que tu lis un tweet de 2017, le contexte géopolitique global n'était pas le même. En plus, on n'avait pas traversé la pandémie. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent faire qu'un tweet peut être interprété d'une mauvaise façon. En plus de ça. Et du coup, il y a quelque chose de très anxiogène et de très stressant dans l'idée de se dire que tout ce qu'on a dit de notre vie est archivé pour toujours et peut être ressorti et être mis dans le visage en disant « regarde, en 2012, t'as dit ça ».
Je comprends que parfois, effectivement, comme on dit dans la chatroom, il y a des choses où ça peut faire ressortir, mais pour les hommes politiques ou les hommes ou les femmes politiques ou les personnalités publiques, je veux dire, si le seul endroit où ils disent des choses inacceptables, c'est Twitter en 2012, je ne sais pas si ça veut forcément... Je veux dire, ces gens-là dont on parle, c'est des gens qui vont dire des choses qui sont soit inacceptables, soit controversées, à plus d'endroits que juste sur Twitter. C'est pas que tout à coup, parce que Twitter va cacher vos tweets de 2008 à 2015, bah tout à coup on va plus savoir que les salauds, qui sont des salauds, vous voyez. Donc je crois qu'il y a un petit peu de fantasme dans cette idée. Donc moi je pense que c'est pas une si mauvaise idée, et l'idée de dire là encore si du coup si t'assumes pas, tu le dis pas sur Twitter, c'est pas comme ça que ça marche, je suis désolé de casser cette idée. On dit des trucs parfois qui sont... enfin, il faut qu'on puisse avoir un espace sur le net où on peut dire un truc qui ne va pas nous suivre toute notre vie. Et je crois que du coup... C'est aussi pourquoi il y a une différence entre réseaux sociaux privés et publics. Bien sûr, bien sûr. Mais même là, je veux dire, il y a une valeur à Twitter dans l'idée de suivre la conversation du monde sur le moment. Et si on peut s'exprimer plus librement, et encore une fois, c'est pas l'idée que on a tout de même la facilité de faire une capture d'écran, c'est trivial. Donc s'il y a quelque chose de vraiment problématique, ça ressort. C'est juste que c'est moins oppressant de l'avoir de manière aussi absolue que c'est aujourd'hui. Bon. Autre sujet, petit sujet, un petit détour par les puces et les processeurs. Qualcomm a annoncé un nouveau codec qui s'appelle aptX Lossless, qui permet d'avoir par Bluetooth du contenu de qualité lossless CD, c'est-à-dire 16 bits 44,1 kHz. Pourquoi c'est important ? Parce que jusqu'à maintenant, le Bluetooth, les différents protocoles et codecs Bluetooth ne permettaient pas d'avoir une qualité CD par écouteur Bluetooth. Or, à la suite de différents services dont Apple, on a du contenu de haute qualité dans les services de streaming. Sauf que ce contenu de haute qualité est dégradé quand on l'écoute en Bluetooth. Là, Qualcomm annonce un nouveau processeur, une nouvelle version de son codec qui vous permettra en Bluetooth d'écouter votre son en qualité CD. Donc sur vos petits écouteurs, sur vos petits AirPods là, comme les miens qui sont pourris et qui font passer tous les bruits, vous pourrez dire que vous avez de la qualité CD. Non, je plaisante, mais il y a des écouteurs de très bonne qualité en Bluetooth, on pourra avoir de la qualité CD. À côté de ça, Google est en train de développer des processeurs ARM en plus des processeurs pour leur téléphone, pour des tablettes et des ordinateurs portables classiques, peut-être des Chromebooks. De développer des processeurs pour ce type d'appareil. Donc, ils continuent dans le développement des processeurs. On a vraiment une dynamique qui s'est initiée il y a quelques mois, même un an de ça, avec Apple. Et enfin, dernier petit sujet intéressant sur les puces. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe avec la filiale d'ARM en Chine ? Il semblerait que la filiale ne réponde plus à la maison mère depuis quelque temps. Il y a toute une histoire, il y a un bel article sur Numérama qui détaille ça, mais la filiale chinoise de ARM serait en train de faire une sorte de sécession. Alors, je ne sais pas exactement comment le considèrent les autorités chinoises. J'imagine que ça ne les gêne pas forcément, mais c'est une sorte de vol de secrets commerciaux et technologiques importants, si c'est le cas, et je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais il y a toute une histoire avec un président qui ne répond pas à ce que lui demandent et qui ne met pas en place les personnes du board qui sont censées être mises en place, etc., etc. C'est assez surprenant, et au milieu du rachat d'ARM par Nvidia, j'imagine que ça fait tâche pour Nvidia. C'est peut-être pas l'histoire la plus importante, mais voilà 3 petites histoires de... OSS 117, la Chine ne répond pas. C'est un peu ça, Une belle sécession, en tout cas. Ils partent avec les joyaux, là. ARM, c'est... Pour ceux qui savent pas... D'ailleurs, ils vont certainement...
changer de nom et voilà, repartir avec des brevets tout neufs et produire tout ça en Chine et repartir certainement avec un nouveau nom dans quelques temps. On aura certainement l'occasion d'en reparler. Ouais, c'est possible, c'est ce qui a l'air de se profiler. On va voir si ARM va pouvoir, la maison mère va pouvoir reprendre le contrôle. Et ils ont arrêté d'envoyer des nouvelles technologies il y a quelques temps déjà. Hein. Ils se sont dit que bon, ok, ça suffit, on voit le truc venir. Mais c'est assez surprenant. Parlons un peu de Reddit, Tipeee et Twitch, en parlant de choses qu'on n'assume pas avoir dites ou sur lesquelles on a des conséquences. Il y a eu plus de 135 subreddits qui ont fait une sorte de grève en passant leur subreddit en privé pour exprimer leur mécontentement face à la politique de Reddit de laisser s'exprimer des groupes anti-vax, en gros, comme r/no-new-normal, qui est le plus grand subreddit anti-vax, qui en plus va harceler les autres, enfin bref. Mais il y en a d'autres, et en gros, le sentiment de nombreux subreddits était... Si il n'y avait pas les fausses informations et si on n'avait pas toutes ces conspirations, on aurait pu déjà retourner à une vie normale. Et c'est à cause de ça qu'on n'est pas dans une vie normale. Et Reddit est complice, en gros. Et donc, ils ont fait une journée d'action, et même plus qu'une journée. Et Reddit a fini par mettre en quarantaine, ironiquement, No New Normal, qui est le plus gros subreddit, donc, et alors qu'ils avaient défendu leur position en disant bah, nous, on n'est pas là pour juger de qui a le droit de dire des choses ou pas. On va y revenir dans le cadre de Tipeee dans un instant. Mais l'action du nombre a poussé Reddit à agir finalement. Sur Tipeee, on a eu des déclarations, j'imagine que vous en avez entendu parler, mais on a eu des déclarations très controversées des fondateurs de Tipeee, qui est un service de financement participatif comparable à Patreon. Et ce qu'ils ont dit, en gros, c'est, suite aux questions sur des créateurs qui faisaient du contenu controversé, on leur a posé la question dans un reportage télévisé, et leur réponse a été « J'assume tout ce qu'il y a sur le site », c'était Michael Goldman, hein, qui était l'un des cofondateurs du site, « J'assume tout ce qu'il y a sur le site, du plus antisémite au moins antisémite, et du plus complotiste au moins complotiste. » En 24 heures, la polémique est montée, il y a des gens qui ont commencé à quitter Tipeee. Alors je ne sais pas combien des revenus de Tipeee ça représente, mais c'était en tout cas notable au niveau médiatique. Ce qu'il explique, Michael Goldman, c'est que, en gros, ce qui est légal, c'est pas à lui de décider ce qui a le droit d'être sur le site ou pas. Et c'est une défense avec laquelle on est assez familier, hein, puisque c'est ce que disent beaucoup de réseaux sociaux beaucoup plus grands que Tipeee, et c'est une idée qui, je crois, a du mérite dans certains contextes. Alors là, je vous livre ma conclusion, hein, mais je vous laisserai libre d'en parler aussi. Le truc, c'est que il y a des limites à tout, et à un moment, je crois que ne pas prendre position, c'est aussi prendre position d'une certaine manière. Vu les contenus, on se souvient, je me souviens plus du nom du film complotiste, anti-vax, très très controversé. Qui était sorti. Hold Up, voilà. Merci. Hold Up, qui d'ailleurs, ses premières prédictions commencent à bon, bref, peu importe, mais il avait été financé par Tipeee. Et il se traînait d'autres casseroles aussi. Et à un moment, effectivement, quand on est dans ce genre de position, je crois qu'on a une certaine responsabilité, qu'on le veuille ou non. Et évidemment qu'on ne peut pas contenter tout le monde, mais comme je le disais, ne pas prendre position, c'est prendre position aussi. Et c'est marrant parce que les réseaux sociaux, à une échelle beaucoup plus grande, se sont vus obligés de faire ce genre de choix et de prendre ce genre de décision. Et ça a été nécessaire. Et je crois que Tipeee a fait le mauvais choix et a voulu se cacher derrière une sorte de neutralité qui, si l'argument en théorie peut se comprendre, je crois que dans la pratique, là, c'est plus difficile.
je conclue avec une dernière chose. Les streamers de Twitch ont fait a Day of Twitch pour exprimer leur mécontentement face à l'inaction de Twitch contre les hate raids, dont on avait déjà parlé. C'est des gens qui raident d'autres chaînes sur Twitch en mettant du spam et des commentaires haineux. Et Twitch était trop long à réagir, on en avait déjà parlé. On a vu que cette journée-là a vu une baisse de spectateurs qui va de 5 à 15%. Donc ça a eu un tout petit effet. On peut imaginer que si Twitch ne fait rien, enfin 5 à 15% c'est pas rien, hein, ça compte. Évidemment ça veut dire qu'ils n'ont pas eu à streamer les choses, donc ça leur a coûté moins cher, mais il n'empêche. Je trouve ça un tout petit peu encourageant parce que ça veut dire que l'action n'a pas eu un effet nul d'après les données qu'on a qui sont approximatives bien sûr du site Gamersite sur ce sujet. Donc dans ces 3 sujets on a eu des actions un petit peu collectives qui ont eu un effet plus ou moins important, mais c'est un petit peu le thème général que j'ai trouvé dans cette ça s'est un petit peu normalisé, ça pas normalisé mais ça s'est formalisé et on sait aujourd'hui comment se faire entendre au minimum. Alors peut-être que ça provoque pas des actions de la part de ceux qui veulent nous entendre, enfin dont on veut qu'ils nous entendent, mais ça semble au moins avoir un effet au minimum médiatique. Et je vous laisse la parole sur ces 3 sujets également. Ouais, je vais la prendre parce que moi je suis concerné surtout par 2, puisque j'ai un financement participatif chez Tipeee et on est en train de prendre des décisions. Et j'ai aussi fait le Day of Twitch parce que j'ai moi-même subi alors c'est pas un raid c'est des gens qui ont débarqué de jv.com et c'est pas un raid qui a été initié par Twitch avec des bots, etc. Mais dans les faits, c'était des vrais gens et c'est hyper dur à gérer en fait même après. Donc bref. Donc je me sens concerné au moins par ces 2 sujets-là. Le Tipeee. J'aimerais j'aurais aimé poser la question quand il dit héberger du contenu du plus antisémite au moins antisémite. À partir du moment où c'est un peu antisémite, c'est antisémite ou pas en fait? Comment est-ce qu'on... Enfin, j'ai du mal à comprendre. C'est-à-dire que est-ce que le fait d'être un peu antisémite, c'est moins grave que d'être antisémite à temps plein? Antisémite mais avec modération. Donc... Ah, c'est ça, antisémite. Je crois que ce qu'il voulait dire, je crois que ce qu'il voulait dire et qui a clairement été très mal exprimé, et je pense qu'il s'en mord les doigts, au-delà de la culpabilité ou pas de Tipeee, je crois que ce qu'il voulait dire, c'est que j'assume tout le contenu, qu'il soit antisémite ou non. Je pense que c'est ça qu'il voulait dire, mais clairement la formule était au minimum malheureuse. On est d'accord. Ouais, c'est ça. Nous, on a décidé qu'on allait réouvrir un Patreon. Puisqu'on était au début sur Patreon, on a fait la migration sur Tipeee il y a 3 ans et en fait on va réouvrir un Patreon. Mais en plus ils sont en euros maintenant Patreon. Venez tous sur Patreon, patreon.com/rdvtech, comme ça vous serez prêts quand Cédric arrive. C'est parfait. Mais en même temps, je comprends la position de Tipeee qui dit c'est pas à nous de décider ce qui est légal ou pas légal. Si moi je reçois un courrier d'un juge qui dit attention, il faut arrêter le financement de tout ceci parce que c'est illégal. La position de dire c'est pas moi qui vais déterminer ce qui tombe sous le coup de la loi, elle est aussi défendable. Et je peux parfaitement l'entendre. Le problème, c'est que dans le cas de Tipeee, on a la sensation que c'est plus pour justifier l'idée de continuer à faire du business finalement. En gros, c'est pas notre problème. Nous, on est d'abord une plateforme qui aide justement à financer tout type de contenu et d'expression. On n'est pas juge de ce qui pourrait heurter telle ou telle personne, en fait. Je crois qu'il y a effectivement... Juste une toute petite chose, le problème c'est que attendre que la justice fasse son travail, ça peut prendre des années. Et il y a certains cas où on peut se poser la question, peut-être que c'était ça qu'il voulait dire par le moins antisémite, genre faire une blague sur les juifs si t'es juif, bon peut-être que, je sais pas, c'est moins antisémite que si tu ne l'es pas, ce genre de choses, j'en sais rien. Entre parenthèses, le type qui dit ça s'appelle Goldman, hein, donc clairement il est juif lui-même, mais
je crois qu'il y a des cas où on peut se dire ouais bon là peut-être on sait pas, mais il y a aussi des cas, et comme je le disais, Tipeee se traîne des casseroles, il y a aussi des cas où on n'est pas dans une situation où on peut se poser la question, tu vois, et là ils n'ont pas bougé non plus, donc c'est parce que du coup si je suis, tu sais, le pire c'est que je suis complètement de ton avis sur, c'est pas, j'ai été longtemps de cet avis avec les réseaux sociaux, c'est pas aux réseaux sociaux de se substituer à la justice et de décider ce qui est légal ou pas. Oui, c'est ça. Et du coup, le problème, c'est que ça veut dire ça ouvre la porte à toutes les fenêtres, comme le disent certains. C'est que tout est autorisé. Si tu pousses cette doctrine au bout, les réseaux sociaux ne devraient jamais rien supprimer, ou à peu de choses près. Mais bon, pardon, j'ai coupé la parole à Damien pour dire ça. Non, mais si t'as pas été condamné pour pédopornographie, tu peux poster sur Twitter des photos pédopornographiques. Voilà, tu vas à l'extrême, mais... Tout à fait, oui, c'est vrai. Après, ils se cachent aussi, peut-être, encore une fois, ils ont cette approche américaine qui est liée aussi au business. C'est le premier amendement américain, ils pensent qu'on a le droit à une liberté d'expression absolue, ce que je peux comprendre, sauf qu'en France, c'est différent, c'est très encadré. Tout ce qui est lié à l'antisémitisme, il y a des lois qui le punissent. Voilà. Après, ce qu'il faut que ça passe par une condamnation pour qu'ensuite eux se rendent compte qu'ils ont plus à y perdre et qu'à y gagner. Peut-être falloir qu'il y ait cette étape-là, mais pour l'instant, ils se posent aussi en défenseur de la liberté, ce qui est toujours très pratique pour une plateforme qui certes occupe un marché de niche, mais c'est toujours aussi bien de se spécialiser et de se dire que nous, vous pouvez poster ce que vous voulez chez nous, vous aurez la liberté totale qu'on peut vous offrir, venez chez nous. Ouais, ça peut être aussi un argument commercial, si on serait un peu cynique. Voilà. C'est vrai. Et puis encore... alors un sujet controversé, mais vraiment, on va passer rapidement dessus. Les lois anti-avortement au Texas. Je voudrais faire un petit sujet rapide sur les aspects tech de cette chose-là. Au-delà du fait que... alors peut-être que vous n'avez pas entendu parler de ça, mais il y a des lois anti-avortement très, très, très dures qui ont été votées au Texas, aux grandes dames de à peu près la terre entière, y compris aux États-Unis. Beaucoup de mes amis américains étaient complètement atterrés, et pas que des gens qui sont à gauche, très à gauche aux États-Unis. Et il y a eu tout un tas de suites à cette... une des lois, par exemple, dit qu'une personne qui aide quelqu'un à avoir un avortement est condamnable. Donc ça peut inclure, par exemple, quelqu'un qui accompagne en voiture une personne à une clinique où elle va se faire avorter. La loi spécifie, dès qu'on détecte un battement de cœur, c'est-à-dire en gros à peu près 6 semaines, ça devient interdit. Et donc le fait d'accompagner quelqu'un en voiture, ça peut s'appliquer par exemple à un chauffeur Uber. Uber a dit, on va payer les frais de justice si jamais quelqu'un se fait condamner, enfin se fait attaquer en justice. L'un de nos chauffeurs se fait attaquer en justice pour ça. Il y a aussi un site qui est géré par une association très très à droite, très chrétienne, conservatrice, qui est un site de dénonciation de personnes qui auraient aidé quelqu'un à avoir un avortement, qui a été du coup hébergé d'abord chez GoDaddy, qui est un hébergeur classique, puis chez, je me souviens plus du nom de l'autre hébergeur, mais ils sont ensuite partis chez Epic, et ça rejoint un petit peu ce que disait Damien. Epic, c'est un hébergeur qui a fait justement sa réputation, je ne vais pas dire son commerce, mais sa réputation sur l'idée de dire, bah nous on héberge tout le monde, et tant que c'est pas illégal, bah on les héberge. Donc il y a eu ces aspects aussi, et un truc qui va quand même du net. Et un truc qui nous fait un petit peu sourire peut-être, il y a sur TikTok des gens qui se sont organisés de manière complètement virale pour envoyer
des tonnes de requêtes spam à ce site de dénonciation pour le rendre non fonctionnel, pour le surcharger en fait. Et c'est marrant parce qu'on a vu plusieurs personnes dire sur TikTok ah bah ça serait dommage quand même que quelqu'un laisse ce script, enfin ce programme sur une repo quelque part pour que tout le monde puisse l'implémenter. Ça serait dommage quand même. Et puis il se tourne et puis on voit sur l'ordinateur évidemment le programme qui est disponible gratuitement pour tout le monde, etc. Et ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment passé par TikTok. Donc c'est beaucoup de gens assez jeunes, bien sûr, mais c'est vraiment passé par TikTok. Et c'est d'ailleurs une partie de ce qui a poussé... Alors, GoDaddy a dit, nous, on ne veut pas de votre site chez nous, et l'autre hébergeur, la même chose. Maintenant, il est chez Epic, et donc ils ont des protections anti-DDoS, etc. Mais c'est en partie ça qui a poussé les... L'avocat du diable, mais en fait l'idée c'est, toi demain Patrick, si quelqu'un s'amuse à monter un script parce qu'il aime pas Patrick Béja pour ce qu'il dit, qui est pas d'accord avec toi et qui sature ton site, fait tomber tous tes flux RSS, etc., c'est un problème. Et là les gens, enfin, moi je peux pas cautionner le fait qu'avec un script on fasse tomber, même si je suis absolument pas d'accord avec l'idée de dénoncer des gens et tout ça, mais encore une fois on se fait justice soi-même, en fait, même numériquement. En fait. C'est un petit peu. Je suis d'accord. C'est un petit peu pour la blague. Je crois que cette histoire. C'est quoi l'étape suivante ? Je prends un pistolet et je tue les gens qui ont monté ce site. Enfin, tu vois. Ouais. Alors là, tu pousses en poussant le raisonnement à l'extrême comme ça. Je pousse le raisonnement à l'extrême, mais non. On peut dire n'importe quoi. Ce que je veux dire, c'est que non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on rend justice soi-même en pourrissant ce service-là. Alors, je le cautionne pas du tout, hein, et je pense que c'est une horreur en fait de faire ce genre de choses. Et je comprends même pas que les gens aient l'idée, mais bon, enfin voilà. Mais honnêtement, c'est pareil en fait. Il faut les attaquer par des voies légales, sinon. Enfin, je sais pas. Pour moi, la société est société parce qu'on a des lois qui encadrent tout ça. Je suis d'accord, le temps de la loi est trop long. Mais je souscris totalement à ce que tu dis, Cédric, bien sûr. Là, j'imagine que ça va pas non plus durer très longtemps, j'en sais rien. Mais on n'est pas sur une blague, mais enfin, c'est un truc anecdotique, je dirais. Donc, oui, bien sûr. Voilà, sur le principe, oui, je suis d'accord avec toi, mais on va pas commencer à monter sur nos grands chevaux pour cette histoire-là spécifiquement. Ah non, pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, c'est très souvent comme ça. Et ouais, donc toi, ça te fait pas rire, quoi. En fait, ça me gêne un peu. Non, ça me fait rire. Si, ça me fait rire parce que je cautionne pas le truc, mais tu vois, on passe de la. En fait, c'est la différence entre la manif pacifique ou le boycott de l'hébergeur ou j'en sais rien, tu vois, qui finalement et encore même le boycott, on est vraiment actif, mais ça, on passe de la manif pacifique à j'empêche l'entrée dans une entreprise parce que je suis pas d'accord avec les produits qu'elle vend ou les actions qu'elle mène, tu vois. Ouais. Et là, c'est plus pareil. Ouais, je comprends. Mais c'est bien de le dire aussi, tu as raison. Moi, je me fais tellement souvent l'avocat du diable que je suis content que tu le fasses parce que là, j'ai pas à le faire, tu vois. Là, je me dis, ok, j'ai pas à défendre la clinique de dénonciation. c'est très bien, merci Cédric. Enfin, la clinique de dénonciation, le site de dénonciation de rien. Oui, Damien, tu voulais ajouter quelque chose aussi ? Non, je disais que c'est aussi un peu triste de voir que c'est devenu une étape obligatoire de s'attaquer à des sites ou à des personnes, voilà, juste pour faire passer son message politique et que voilà. Donc ça, c'est la liberté pour tout le monde, soit c'est pour personne. On part du principe que c'est pour tout le monde, donc on peut pas laisser passer ce principe de s'en prendre à une organisation. Voilà. Après, il y a la posture et il y a la pratique et que voilà, chacun a le droit de s'exprimer son avis sur ce genre de sujet. Mais du coup, comment j'ai eu le diable, il y a eu mais c'est bien, j'ai fait le consensuel, c'était l'épisode modem. Mais je me demande quand même comment on fait le raccord avec ce qu'on disait tout à l'heure en disant ah oui mais attendez, Tipeee, faudrait qu'il supprime tel ou tel genre de contenu parce que quand même on est sur la même problématique, mais là les gens s'attaquent
Pas à Tipeee, personne n'a démonté Non, mais Tipeee, l'a saturé. ce qu'on dit, c'est que Tipeee, on voudrait en quelque sorte que Tipeee, et là du coup je remets mon costume d'avocat du diable, c'est bon, on voudrait que Tipeee supprime des contenus qui sont clairement problématiques, même s'ils n'ont pas été jugés illégaux par la justice. Donc on demande en quelque sorte à Tipeee de décider ce qui est acceptable ou pas. Tipeee, de la c'est même une manière. société privée, ils ont des conditions générales d'utilisation de services. Enfin, je veux dire, si je monte mon pénis sur ton stream là, je pense que Twitch sera pas content parce qu'il y a des conditions générales d'utilisation du service qui dit nous, ce type de contenu, c'est pas en rapport avec notre morale, pas avec la justice, hein, attention, parce qu'on a tout à fait le droit de montrer son pénis sur Internet, c'est pas interdit. Il y a plein de sites d'ailleurs très spécialisés sur le sujet, donc c'est pas interdit. Mais par contre, Twitch a dit moi, je veux pas qu'on montre des pénis sur mes lives parce que voilà, je veux pas financer ce genre de contenu. Donc on souhaiterait que Tipeee a le droit de faire ça en fait. Et oui, c'est ça. Donc c'est différent. On souhaiterait que Tipeee décide d'appliquer des conditions d'utilisation spécifiques, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Patreon, par exemple, a des. Alors personne n'a aucun problème, hein, bien sûr, mais des sites comme Utip ou Patreon ont des conditions d'utilisation qui, en théorie, interdisent des contenus un peu plus controversés. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup ont fait le. Ça pose aussi la question de la concurrence entre les deux, parce que. Vas-y, Damien, vas-y. Je disais, ça pose aussi on part du principe que Tipeee c'est un concurrent direct de Patreon. Quand on parle aux gens de Patreon, ils vous disent nous on a des algorithmes pour filtrer en amont les contenus, pour se dire écoutez, il n'y aura pas ce genre de contenu là, il y a de la modération qui se fait à travers les algorithmes, il y a de la modération humaine. Est-ce que Tipeee laisse passer des choses par manque de moyens, ou c'est intentionnel, ou ça ne correspond tout simplement pas à leur CGU? Je pense qu'ils n'ont pas vraiment répondu à cette question-là pour le coup. Ouais, on est d'accord. Ouais. Avant, les projets étaient vraiment étudiés, comme sur Ulule par exemple. Et là, maintenant, le problème, c'est qu'on gère des volumes et on n'est plus du tout dans la recherche forcément de qualité en fait, ou de. Voilà. Je dirais qu'il y a un moment sur la plateforme. Je dirais qu'il y a un moment, certains projets spécifiques vont être clairement identifiés et tu vas devoir prendre une décision. D'ailleurs, pour Hold Up, il y avait sur Utip et sur Tipeee, si je ne m'abuse, et les deux plateformes ont dû prendre la décision de ce qu'ils allaient faire. Donc, tu vois, il y a des moments, les sujets remontent. C'est pas uniquement des trucs algorithmiques qui sont, par exemple. Donc... Eh bien écoutez, je crois qu'on arrive au bout de cet épisode. Juste pour vous signaler que c'est pas le bout de la tech, il y a des sujets hyper intéressants qui ont été couverts soit sur @rdvtech sur Twitter, soit qui seront dans la newsletter, comme l'affaire ProtonMail. Il y a des affaires de Bitcoin et d'électricité. Le Bitcoin consommerait 0,5% de la quantité d'électricité mondiale aujourd'hui, et ça a été multiplié par 10 en 5 ans. Rendez-vous compte, c'est plus que la Finlande. Il y a la tendance au self-hosting qui est hyper intéressant. Le self-hosting, donc se faire un mini-internet chez soi pour pas avoir passé par Dropbox et d'autres. Il y a Wall Street qui maintenant est en train de regarder Reddit pour savoir où investir. De vrais analystes de Wall Street sont en train de regarder Reddit, c'est le monde à l'envers. Tout ça sera dans la newsletter et d'autres choses encore. Je vous encourage à aller vous y abonner sur notrepatrick.com si vous souhaitez voir ces sujets-là. Et ils sont, comme je le disais, aussi traités sur @rdvtech, qui est un super compte internet avec du contexte en quelques tweets. C'est en quelques instants, vous comprendrez l'essentiel de ce qui se passe dans la tech. C'est un concept que j'aime vraiment beaucoup, dont je suis assez fier. J'espère que je pourrai continuer à le faire comme ça. Merci beaucoup Cédric, merci beaucoup Damien. J'ai passé un excellent moment en votre compagnie. J'espère que le début de notre conversation sur Windows pourra être immortalisé. Allez, je vous préviens, moi je suis pas Twitter, tous les épisodes sont disponibles jusqu'à la fin des temps. Donc si vous avez dit des bêtises que vous regrettez... Non, ça va. Ça va, ok. On a été assez sobre, je pense. Écoute Damien, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver quand tu ne participes pas à des podcasts sympathiques ? Déjà, merci encore pour l'invitation et merci pour ce moment, comme dirait l'autre. Et du coup, vous pouvez me retrouver à la fois sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, cette belle plateforme, @Damien Licata. Et ensuite, après, vous me retrouvez dans la rubrique high-tech du Parisien et sur l'application du Parisien avec des contenus gratuits. Alors, tu posais la question du modèle économique d'Internet.
ça en fait partie, et aussi des contenus payants qui sont liés à un abonnement à Souscrire au Parisien qui n'est pas si cher. Je n'ai pas encore le montant en tête parce qu'il change régulièrement, mais il faut aussi parfois payer pour l'information, et ça c'est essentiel pour la continuité, pour l'avenir de cette belle profession. En tout cas, merci de l'invitation, et puis une bonne journée à tout le monde. Merci à toi Damien, et je ne saurais trop vous encourager effectivement à soutenir le vrai journalisme aussi. Moi-même je suis abonné à des journaux que je ne lis pas, des grands journaux de presse généraliste, parce que c'est important, même si moi je ne les lis pas souvent, et ben c'est important qu'on ait une presse active et vive, parce que bah, c'est une des bases de la démocratie. Donc moi je soutiens ça aussi, donc je vous encourage à le faire de votre côté. Et je distribue un tout petit peu d'argent de tous les côtés pour ma part. Ça ruisselle. Ouais, non, mais mine de rien, tu vois, si c'est un petit peu... c'est très bien de soutenir les créateurs indépendants, et allez-y, important. Mais la presse est également un bien précieux. Donc, bref, Cédric, dis-nous tout. Alors moi c'est sur twitch.tv/Cédric Deluca, c'est facile, DELUCA. Et sinon sur le site du même nom, cédricdeluca.fr. Voilà. Et moi dans mes actualités, j'ai lancé un nouveau podcast qui n'est pas encore disponible sur les plateformes, et il n'y a que très peu de gens qui le connaissent, sur les chroniques de la sortie de l'iPhone, un espèce de docu-cast en 8 épisodes que je produis. Voilà, et sinon je fais de la cuisine sur ma chaîne Twitch, y compris ce soir, hein, je fais de la pub avec Déguin, que tu connais Patrick. Ah bah oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il vient faire, Déguin à la maison? Eh ben il vient cuisiner, tout simplement. Super. Très bien. C'est un ami, donc voilà. Eh, écoute, tu lui feras une bise de ma part, et j'aime beaucoup ton visage sérieux sur cédricdeluca.fr. Avec un petit sourire en coin quand même. Quand même, tout de même. Merci à tous les deux. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez aussi me retrouver sur notepatrick.com où vous aurez les liens. Alors, on va mettre à jour le site. Vous allez voir, le site est vraiment très bien fait. Mais on va le mettre à jour pour avoir le lien vers le rendez-vous tech sur Twitter. On va changer un petit peu les cartouches. Enfin, ça va être super. Mais il y a aussi le lien pour l'abonnement à la newsletter. Vous pouvez trouver tout ça sur notepatrick.com, et un grand merci à Kevin qui a conçu ce site. C'était, comme je le disais, des semaines de travail, donc allez voir sur notepatrick.com. Merci vous Kevin. Aurez tous les liens. Merci Kevin. Et voilà, n'oubliez pas non plus le Patreon, patreon.com/rdvtech. Mine de rien, c'est la manière essentielle de financer ce podcast, et c'est ce qui me donne la liberté de faire vraiment ce que je souhaite avec cette émission et avec tout le reste. Et puis on se retrouve dans une semaine pour le rendez-vous tech, dans quelques jours à peine, dans 2 jours à peine pour le rendez-vous jeu, si vous souhaitez écouter le résumé de l'actu jeux vidéo également, mais sinon dans une semaine pour tout le résumé de l'actu tech. Je vous fais de grosses bises et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Ciao ciao.